Les mimosas coulaient à flot au brunch du dimanche du cercle de la Roseraie, et ma sœur Camille tenait la cour comme une reine en visite. Elle faisait tournoyer la carte de membre en relief entre ses doigts parfaitement manucurés, les lettres dorées captant la lumière du lustre. Membre à part entière, annonça-t-elle pour la 3e fois, s'assurant que toute notre famille élargie l'entende. Pas membre associé, pas junior, membre à part entière avec droit de vote. Savez-vous à quel point c'est exclusif? Il y a une liste d'attente de 10 ans. Maman joignit les mains, pratiquement rayonnante. Nous sommes si fiers, ma chérie. Les Lefebvre sont enfin membres du cercle. Enfin. Comme si la valeur de notre famille avait été remise en question jusqu'à ce que le mari de Camille, Jean-Philippe, un banquier d'affaires, tire les bonnes ficelles pour contourner la décennie d'attente. Et le gala de printemps est dans 3 semaines, continua Camille, sa voix prenant cette suffisance particulière que j'avais appris à reconnaître en 32 ans de sororité. C'est l'événement mondain de la saison. Le maire y assiste, des sénateurs, les PDG de toutes les grandes entreprises de la région. Mais bien sûr, fit-elle une pause théâtrale, seuls les membres et leurs invités personnels peuvent y assister. Papa rayonnait depuis le bout de la table. Jean-Philippe, tu as bien réussi, pour toi et pour nous tous. Cela ouvre tellement de portes. Ce qu'il voulait dire, c'était, cela nous donne l'accès social que nous convoitons depuis des générations. La famille Lefebvre côtoyant enfin la vieille fortune et le nouveau pouvoir. Tout cela grâce au mariage stratégique de Camille et aux relations professionnelles de Jean-Philippe. Il nous faudra de nouvelles tenues, évidemment, dit maman, faisant déjà du lèche-vitrine mentalement. Ce n'est pas n'importe quel gala. Le code vestimentaire et la cravate noire, et toutes les personnes qui comptent y seront. Les premières impressions sont essentielles. Mon jeune frère, David, hocha la tête avec empressement. J'ai entendu dire que le gala de l'année dernière a permis de récolter 2 millions d'euros pour des œuvres caritatives. La liste des invités se lit comme un classement de Forbes. Exactement, dit Camille. C'est pourquoi l'apparence compte. Les gens que vous rencontrez lors d'événements comme celui-ci peuvent changer toute votre trajectoire. Des contrats se signent. Des partenariats se forment. Des réputations se font. Je sirotais mon jus d'orange en silence, laissant la conversation me submerger comme un bruit de fond. C'était un terrain connu, l'obsession de ma famille pour le statut social, leur conviction que les bonnes relations et les bons lieux valideraient enfin leur valeur. Claire, tu es bien silencieuse, dit Camille, ses yeux brillant d'une lueur qui ressemblait à de l'inquiétude mais qui sentait la condescendance. Je sais que tu es probablement déçue de ne pas pouvoir venir, mais ne t'inquiète pas. Peut-être que l'année prochaine, Jean-Philippe pourra te faire entrer comme membre associé. C'est un début. C'est attentionné, dis-je d'un ton neutre. Je veux dire, je sais que ton travail est important pour toi, continua-t-elle, son ton suggérant que mon travail était tout sauf cela. Cette organisation à but non lucratif que tu as. Comment s'appelle-t-elle déjà? Éducation quelque chose. Initiative éducative mondiale. C'est ça. Le travail caritatif. C'est très noble d'aider les enfants défavorisés. Mais unfortunately, le gala est vraiment destiné aux gens des secteurs des affaires et de la politique. Tu te sentirais probablement mal à l'aise de toute façon. Maman me tapota la main avec sympathie. Camille a raison, ma chérie. Ces événements de la haute société peuvent être écrasantes si tu n'es pas habitué à ce monde. Mieux vaut s'en tenir à ce que tu connais. Ce que je connaissais, apparemment, c'était diriger une petite organisation à but non lucratif que ma famille avait rejeté au cours des 8 dernières années comme le petit projet caritatif de Claire. Ce qu'il ne savait pas, parce qu'il n'avait jamais demandé, c'est que l'initiative éducative mondiale était passée d'une organisation de base servant 200 étudiants à une fondation internationale opérant dans 47 pays avec un budget annuel de 180 millions d'euros. Il ne le savait pas parce que les indicateurs qu'il valorisait étaient la visibilité sociale et les adhésions à des cercles privés, pas les rapports d'impact montrant 2,3 millions d'enfants éduqués ou des partenariats avec 15 gouvernements nationaux. En fait, j'ai reçu une invitation pour le gala, dis-je doucement. La table se tut. Le sourire de Camille se figea. Quoi? Pour le gala de printemps. J'ai reçu une invitation il y a environ 6 semaines. C'est impossible, dit Camille sèchement. Seuls les membres peuvent inviter des gens, et Jean-Philippe et moi n'avons pas encore envoyé nos invitations. Nous sommes très sélectifs. Ce n'était pas une invitation en tant qu'invité. Elle venait directement du comité du gala.
Jean-Philippe se pencha en avant, son expression sceptique. Le comité n'envoie des invitations directes qu'aux donateurs majeurs ou aux conférenciers de marque. Tu dois te tromper. Je sortis mon téléphone et ouvris mes emails, faisant défiler jusqu'au message du directeur des événements du Cercle de la Roseraie. Je fis glisser le téléphone sur la table vers Camille. Son visage passa par plusieurs expressions pendant qu'elle lisait, la confusion, l'incrédulité, et enfin, quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il est dit que tu es l'oratrice principale, dit-elle, la voix étranglée. Oui, pour le gala de printemps. C'est exact. Tu vas prononcer le discours d'ouverture de l'événement le plus exclusif de l'année. Ce n'était pas une question, mais plutôt comme si elle essayait de donner un sens aux mots. Papa attrapa le téléphone. Laisse-moi voir ça. Il le lut, puis le relut. Claire Lefebvre, fondatrice et directrice exécutive de l'Initiative éducative mondiale, oratrice principale. Mais c'est ainsi que le comité du gala m'a contacté en janvier, dis-je. Il voulait quelqu'un qui puisse parler de philanthropie mondiale et d'accès à l'éducation. Apparemment, notre travail en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est correspondait à leur objectif caritatif de cette année. Maman semblait sincèrement confuse. Mais tu diriges une petite organisation à but non lucratif. Comment le comité du gala du Cercle de la Roseraie aurait-il pu même entendre parler de toi? Nous ne sommes plus si petits que ça, maman. Nous avons collaboré avec l'UNICEF, la Fondation Gates et l'ONU sur plusieurs initiatives. L'année dernière, nous avons été présentés dans The Economist pour notre approche innovante de la technologie éducative en milieu rural. Les yeux de David s'écarquillèrent. The Economist? Comme le vrai magazine The Economist? Oui. Ainsi que Foreign Affairs, Stanford Social Innovation Review, et nous avons fait une conférence TED qui a environ 8 millions de vues. Le silence était absolu. Je pouvais entendre la musique classique diffusée doucement par le système audio du club, le tintement des couverts des autres tables, le faible murmure de conversation qui n'impliquait pas des familles en train de digérer des révélations sur leurs filles sous-estimées. Camille retrouva sa voix la première. 8 millions de vues? 8,3, à la dernière vérification. Et tu n'as jamais mentionné ça parce que... J'ai essayé. À Noël, j'ai mentionné la conférence TED. Papa a dit, c'est bien, et a demandé à Jean-Philippe des nouvelles de son portefeuille d'action. À Pâques, j'ai parlé de notre partenariat avec le ministère de l'Éducation du Rwanda. Tu as changé de sujet pour parler de la rénovation de ta cuisine. À votre fête d'anniversaire, j'ai commencé à expliquer notre programme pilote de technologie et maman m'a interrompu pour me présenter à quelqu'un comme notre fille qui travaille avec les enfants. Les mots restèrent en suspens, chacun étant une petite mise en accusation. Nous ne nous rendions pas compte que c'était une organisation si importante, dit faiblement maman. Vous ne vous en rendiez pas compte parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez vu organisation à but non lucratif et éducation et avez décidé que c'était un petit travail de charité qui ne pouvait absolument pas rivaliser avec le monde de la banque d'investissement de Camille ou la carrière d'avocat de David. Vous avez mesuré le succès en termes d'adhésion à des cercles privés et de titres d'entreprise, et mon travail ne correspondait pas à ce cadre. Jean-Philippe faisait maintenant défiler son téléphone, son expression devenant de plus en plus mal à l'aise. Ta fondation a un budget de fonctionnement de 180 millions d'euros? Cette année. Nous prévoyons 210 millions d'euros l'année prochaine avec les nouveaux partenariats gouvernementaux. Partenariats gouvernementaux, répéta-t-il lentement. Avec quel gouvernement? Actuellement, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, le Vietnam, le Cambodge, l'Indonésie, et nous venons de signer avec les Philippines et le Bangladesh. Nous sommes en pourparlers avec l'Inde et plusieurs pays d'Amérique latine. Le visage de papa avait pâli. Tu travailles avec des gouvernements étrangers? Oui, nous fournissons des infrastructures éducatives, des programmes de formation pour les enseignants et des systèmes technologiques. C'est assez complexe, c'est pourquoi j'ai arrêté d'essayer de l'expliquer lors des dîners de famille quand les yeux de tout le monde devenaient vitreux. Camille fixait toujours l'email sur mon téléphone. L'oratrice principale est présentée par le président du cercle. Ta biographie sera dans le programme de l'événement. Tout le monde saura que ma sœur dirige une grande fondation internationale. Oui, je suppose que oui. Mais j'ai dit à tout le monde que tu travaillais pour une petite œuvre de charité, murmura-t-elle. J'ai dit que tu étais très douce avec les enfants mais que tu ne comprenais pas vraiment les affaires. Tu as dit ce que tu avais besoin de dire pour maintenir ta position de réussite familiale, dis-je.
Je comprends. Ça a été ton rôle pendant longtemps. Le mimosa de maman était resté intact, la condensation formant une flaque sur la nappe blanche. Quand tu disais que tu voyageais pour le travail, tu rencontrais des responsables gouvernementaux? Parfois. D'autres fois, c'étaient des donateurs de la fondation, des organisations partenaires, des comités de l'ONU, des ministres de l'éducation. Le mois dernier, j'étais à Genève pour une conférence sur les initiatives mondiales d'alphabétisation. Le mois d'avant, à Nairobi pour notre sommet régional d'Afrique de l'Est. Tu n'as jamais dit que c'était si important, protesta maman. J'ai dit que je prenais la parole lors de conférences internationales. Vous avez supposé que c'était de petites réunions universitaires. J'ai mentionné des réunions avec des ministres de l'éducation. Vous avez pensé que je parlais de directeurs d'écoles locales. Je vous ai dit que nous nous étendions à de nouveaux pays. Vous avez souri, hoché la tête et m'avez demandé si j'avais rencontré des hommes sympathiques en voyageant. La vérité s'installait sur la table comme un brouillard, froid, inconfortable et impossible à ignorer. Mon téléphone vibra. Un texto de mon assistante, confirmation de l'appel de demain avec le ministre de l'Éducation des Pays-Bas à 9h, heure de Paris. De plus, la Banque mondiale a approuvé la proposition de subvention, 14 millions d'euros sur 3 ans. Félicitations. J'y jetai un coup d'œil et posai le téléphone. 14 millions d'euros. Une goutte d'eau dans notre budget annuel maintenant, mais toujours une victoire significative. C'était qui? Demanda Camille, d'une petite voix. Mon assistante, qui confirme un appel avec un ministre. Quel gouvernement? Les Pays-Bas. Ils sont intéressés à reproduire notre modèle technologique pour les programmes d'éducation des réfugiés. David rit, d'un rire aigu, presque hystérique. Bon sang, Claire. Tu es consultante pour des gouvernements européens? Plusieurs, oui. L'éducation est universelle. Les bons modèles sont transposables au-delà des frontières. Papa lisait maintenant quelque chose sur son téléphone, ses doigts se déplaçant rapidement sur l'écran. Il y a des centaines d'articles sur toi. Forbes, Bloomberg, Chronique de la philanthropie. Il te qualifie de l'une des voix les plus innovantes de la réforme de l'éducation mondiale. C'est flatteur. Flatteur? Sa voix monta légèrement. Tu as fait un exposé devant l'Assemblée générale des Nations unies. 2 fois, en fait. Une fois sur l'accès à l'éducation, une autre sur l'intégration technologique dans les régions en développement. Maman avait l'air sur le point de pleurer. Nous ne savions pas honnêtement, nous ne savions pas, vous ne vouliez pas savoir. Mon travail n'était pas accompagné d'une adhésion à un cercle privé, d'un bureau de direction, ou de choses dont vous pouviez vous vanter lors de dîners. Alors, vous l'avez rejeté comme dû au travail caritatif et êtes passé à des sujets que vous trouviez plus impressionnants. Jean-Philippe faisait toujours défiler, son visage devenant de plus en plus rouge. Tu as levé plus de 400 millions d'euros de financement depuis la création de l'organisation. 440 millions, mais qui compte? Je gère un portefeuille de 190 millions d'euros et je pensais bien m'en sortir. Tu t'en sors bien, dis-je honnêtement. Ton travail est impressionnant, mais le mien aussi. La différence, c'est que ta famille a célébré tes réussites tandis que la mienne a ignoré les miennes parce qu'elle ne les comprenait pas, les mains de Camille tremblaient légèrement. Le comité du gala t'a choisi comme oratrice principale au lieu de capital risqueur et de PDG du CAC 40. Il voulait quelqu'un axé sur l'impact social plutôt que sur les marges de profit. Notre travail correspondait à leur mission cette année. Mais tu vas parler dans mon cercle privé, à l'événement que je prépare en tant que nouvel membre. Tout le monde sera concentré sur toi. Voilà le vrai problème, non pas qu'elle m'ait sous-estimé ou méprisé mon travail pendant des années, mais que je lui volais involontairement la vedette lors de son moment de triomphe social. Je n'ai pas prévu cela pour t'embarrasser, dis-je doucement. J'ai accepté l'invitation parce que c'est une bonne plateforme pour discuter de notre travail et potentiellement rencontrer des donateurs. Je ne savais pas que tu venais de recevoir ton adhésion ou que c'était ton premier grand événement là-bas. Mais ça l'est, dit-elle, la voix légèrement brisée. C'est mon premier événement, et je voulais faire la bonne impression. Je voulais que les gens me voient comme quelqu'un qui compte, et maintenant ils vont me voir comme la sœur de l'oratrice principale à la place. L'honnêteté dans sa voix était presque douloureuse. Camille, dis-je doucement, tu comptes. Ton travail compte. Tes réussites sont réelles. Mais tu ne peux pas construire ta valeur sur le fait d'être meilleur que moi ou plus réussi que moi. Ce n'est pas durable, et ce n'est juste pour aucune de nous deux.
Maman tamponna ses yeux avec sa serviette. Nous avons été terribles, n'est-ce pas? Vous avez été humain. Vous avez valorisé ce que vous compreniez et rejeté ce que vous ne compreniez pas. Ça a fait mal, mais j'ai survécu. J'ai construit quelque chose de significatif malgré tout. Sans notre soutien, dit lourdement papa. Sans votre reconnaissance, mais j'avais des soutiens, mon conseil d'administration, mes donateurs, mon personnel, les communautés que nous servons. J'ai trouvé la validation dans le travail lui-même plutôt que d'attendre que vous le remarquiez. Le brunch continuait autour de nous, d'autres familles riant, mangeant et célébrant leur propre réussite. Mais à notre table, il n'y avait qu'un silence inconfortable et le poids des années de suppositions qui s'effondraient. Que se passe-t-il maintenant? Demanda finalement David. Je prononce mon discours dans 3 semaines. Vous y assistez tous en tant qu'invités de Camille et Jean-Philippe. Vraisemblablement, nous allons de l'avant. Juste comme ça? La voix de Camille était sèche. On fait juste semblant de ne pas avoir passé des années à te mépriser? Non, nous reconnaissons que c'est arrivé et nous décidons si nous voulons faire mieux. Mais je ne suis pas intéressé à vous faire ramper ou à vous faire sentir pire que vous ne l'êtes déjà. Je suis assez occupé sans avoir à ajouter la gestion des drames familiaux à mon emploi du temps. Jean-Philippe s'éclaircit la gorge. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. J'ai fait des suppositions sur ton travail en me basant sur la description de Camille, et j'aurais dû poser des questions directement. Merci. Et Claire, dit doucement Camille, je suis désolé. J'étais jalouse. Toi, tu avais un but. Moi, je courais après le statut. Au lieu de l'admettre, je t'ai rabaissé. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des années. J'apprécie cela, répondis-je. Maman me prit la main. Nous ferons mieux. Nous nous informerons sur ton travail. Nous te soutiendrons au gala, au premier rang. Ce serait bien. Dans les semaines qui suivirent, ma famille tint parole. Papa lut tous les articles. Maman participa à une session de bénévolat. David aida avec les subventions. Camille chercha même des dons. Et ils se préparèrent pour le gala avec précision. Le cercle de la roseraie scintillait. Lustres, orchidées, porcelaine dorée. Ma famille arriva ensemble, parfaitement habillée, le premier rang réservé. Les invités affluaient, maires, sénateurs, PDG, famille de la vieille fortune. C'était le monde de Camille, mais ce soir, elle n'était pas la star. En coulisses, le président m'accueillit. Votre travail est inspirant. Tant de gens voulaient entendre votre discours plus tôt. Même le consulat des Pays-Bas est ici pour vous. Merci, dis-je, espérant que ma famille était fière. Le dîner se passa dans un tourbillon de présentations et de réseautage. Quand je regardai Camille, elle sourit, mais la tension se lisait dans ses yeux. Puis ce fut le moment. Le président me présenta avec des éloges dithyrambiques. Je montai sur scène. Je parlais du parcours depuis un petit appartement jusqu'à atteindre 2,3 millions d'enfants dans 47 pays. Je dis, le succès n'est pas une question de validation. C'est une question d'impact. J'ai choisi de continuer à construire même quand mes proches ne comprenaient pas, Camille pleura au premier rang. Je racontais des histoires, la jeune Kenyane devenue programmeuse, l'enseignant cambodgien qui en forma 50 autres, le village tanzanien qui construisit une école. La salle était émue aux larmes. L'ovation dura 3 minutes. Ensuite, des donateurs promirent des millions. Des responsables demandèrent des rendez-vous. Les Néerlandais m'invitèrent à Amsterdam. Mais le moment qui compta le plus, Camille me trouva. Ton discours était magnifique. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu avant. Merci. Elle me tendit un chèque de 50 000 € pour mon initiative. C'est un début, dit-elle. Jean-Philippe et moi serons des donateurs récurrents. J'ai aussi organisé des réunions pour des partenariats. Je la serrai dans mes bras. Je suis fier de toi, murmura-t-elle. Fier d'être ta sœur. Maman, papa et David nous rejoignirent, admettant tous qu'ils m'avaient fait défaut, mais promettant de faire mieux. Ce soir-là, ma famille utilisa ses relations pour soutenir ma cause au lieu de courir après le statut. Alors que nous partions, Camille me prit le bras. L'année prochaine, quand tu seras de nouveau l'oratrice principale, je serai celle qui applaudira le plus fort. Ou peut-être que tu me rejoindras sur scène, dis-je. Elle s'arrêta. Vraiment?
Pourquoi pas? Nous sommes une famille. Nous devrions nous soutenir mutuellement. Le gala de printemps, autrefois le rêve de Camille, devint autre chose. La soirée où ma famille a enfin compris ce qu'était le véritable succès.